Emmanuel Ruben, bonjour. Bonjour. Ravi que vous participiez à notre rentrée littéraire Libresse. Alors je vais y aller d'un coup. On a un roman quand même que je trouve assez jubilatoire. Je fais un pitch très très court. L'enterrement d'un patriarche. Le héros visite la vieille maison de famille. Il manque un sabre. Une recherche va partir. Et alors, pour comprendre un peu la logique du livre, j'aimerais que vous donniez un mot de héros. Qui est Samuel Vidouble ? Ah, qui est Samuel Vidouble ? Un double romanesque, je crois. Ça se voit tout de suite dans le nom. Non, Samuel Vidouble, c'est un prof un peu qui a la trentaine, prof de banlieue, et qui descend. Alors, il se rend chez ses grands-parents après l'enterrement, et puis il se rend compte que voilà, il y a un sabre. Que le sabre qui était accroché au mur a disparu. Et là, l'enquête est lancée. Finalement, on ne va pas savoir grand-chose sur Samuel lui-même. C'est simplement Samuel est le narrateur du livre, et il va, à travers lui, il va raconter finalement toutes les légendes qui étaient que son grand-père et les frères du grand-père, donc les grands-oncles, avaient l'habitude de broder autour de ce sabre. Alors, ce qui est vraiment passionnant dans le livre, et on y rentre assez rapidement, c'est que la disparition du sabre va être l'occasion de faire une recherche, une enquête presque généalogique de la famille. Et à partir de là, le narrateur fait aussi un choix de se dire j'ai envie de raconter de vraies histoires de la famille pour en connaître un peu plus. Mais comme on ne sait pas trop, j'ai envie aussi d'imaginer l'histoire qui va se dérouler. Comment ça s'est fait, l'idée de prendre l'histoire avec un grand H et l'histoire inventée et la mêler ? Moi, je ne suis pas historien, en fait. Alors, Samuel Vidouble, il est professeur d'histoire-géographie. Mais moi, je ne suis pas historien, je ne fais pas œuvre d'historien. Je crois que les écrivains ne peuvent pas faire véritablement œuvre d'historien. Et ce qui m'intéresse, sont plutôt les fantasmes, sont plutôt les légendes. C'est ce qui vient se greffer, tout ce qui vient se greffer sur l'histoire. Et c'est cela qui m'intéressait. Et il y a un moment, en fait, où Samuel se rend compte, il dit, finalement, la plus belle manière de leur rendre hommage, ce serait d'imaginer à mon tour. Et finalement, il se met à imaginer. Et on ne sait pas si c'est, mais ça je ne vais pas dévoiler, mais on ne sait pas finalement si c'est Samuel qui raconte. Samuel est en train d'écrire un livre, il est en train d'écrire ce livre, mais on ne sait pas finalement si l'histoire qu'il racontait est l'histoire de Samuel ou l'histoire inventée par Samuel ou les histoires racontées par les oncles et par le grand-père. Alors voilà, donc les choses vont commencer à se creuser. Donc Samuel a quand même un allié ou une alliée qui est libraire. Qui peut le contredire aussi parfois. Qui peut le contredire, mais en tout cas qui va l'accompagner dans son enquête. Et on se trouve avec différentes versions à peu près de la même histoire. Donc on a des personnages, des oncles qui en font un personnage absolument mythique, d'autres un peu médiocres. Est-ce que c'était un portrait de famille qui était voulu à faire différentes légendes ? Et est-ce que c'est un miroir qu'on a tous à peu près quand on a envie de creuser de nos propres familles ? Alors j'ai voulu faire une sorte de... C'est une galerie de portraits, ce livre aussi, c'est-à-dire que c'est cette génération où en fait ils sont nés tous dans l'entre-deux-guerres. En fait ils étaient trop jeunes pour faire la résistance. Mais ils étaient trop vieux, par exemple, pour faire mai 68. Mais ils avaient l'âge pour faire quoi ? La fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est l'occupation de l'Allemagne. Ils s'engagent dans l'armée à ce moment-là. Ensuite, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Sauf qu'ils ne parlent pas de ça. Ils n'en parlent jamais. Et donc, dans le livre, ce n'est pas présent, sauf vraiment subrepticement. Tout ça, ce sont les non-dits qui sont cristallisés derrière cette peu figure de sabre comme ça, suspendu. Donc, ils vont raconter d'autres histoires. Ils vont inventer un ancêtre. Et cet ancêtre, c'est ce baron, le baron de Taraconta, c'est cette espèce de baron qui va rêver une île imaginaire, un archipel imaginaire qui s'appelle Taraconta, et qui va partir à la conquête en fait, et qui va devenir, alors on pense qu'il est devenu roi des livres, voilà, c'est ce qu'il racontait. Et finalement, bon, Samuel, il a gobé toutes ces histoires dans son enfance, et il a envie de les réciter à son tour. Sauf qu'il a
face à lui une libraire qui est la tante Esther, et ce livre aurait pu s'appeler d'une certaine manière Le sabre et la libraire, parce qu'en fait elle vient contredire sans arrêt toutes les affabulations de ces hommes, parce qu'en fait ce sont des histoires d'hommes qui sont racontées. Elle va raconter une autre histoire qui est son histoire à elle, qui est l'histoire de ses ancêtres à elle, et elle essaye comme ça, à plein de moments, elle essaye de venir contredire, de contrebalancer l'histoire, de dire voilà, Samuel, arrête juste de ressasser ces légendes, quoi. Alors, ce qui est formidable dans le livre, c'est que tout ça est incroyablement bien tenu. Et effectivement, donc on part dans des légendes, soit de guerre ou de bataille, mais surtout, celle qui est la plus intéressante de ce baron, c'est la volonté de modifier le territoire. Alors, c'est un gars qui est obsédé par les cartes, qui est obsédé par l'eau, par la façon de choses ça, et c'est vraiment un deuxième fil rouge du livre. Alors, je sais que vous avez un gros passé de géographe. Est-ce que c'était très très important, à travers ces légendes-là, d'avoir aussi de faire une autre légende, la légende du territoire? Bon, oui, il y a de ça, mais c'est vrai que moi, avec ce livre, j'ai voulu avant tout m'amuser. Plus important, je crois, dans ce livre. Je crois qu'on ne s'amuse pas assez aujourd'hui en littérature. J'avais envie de m'amuser. C'était une famille dans laquelle on avait l'habitude comme ça. C'était pas une famille très drôle, parce que c'était des protestants, mais ils avaient comme ça le goût parfois des calembours, de la contrepétrie et de ces récits. Et donc j'ai voulu m'amuser et raconter cette histoire. En fait, c'est un autoportrait parodique. Le roi des livres, finalement, je me suis essayé de me transposer à la fin du XVIIIe siècle, un peu avec toutes mes manies, toutes mes lubies, et je m'en moque. Je suis géographe moi-même, je suis fasciné par les cartes, et je me suis dit, bon, je vais essayer. Alors j'aurais pu m'imaginer un paysan, mais le problème c'est que raconter la vie d'un paysan à la fin du XVIIIe siècle, c'est un peu, c'est pas très romanesque, quoi. C'est, d'un point de vue historique, c'est très intéressant, mais comme j'ai dit, je suis pas historien, c'est pas très romanesque. Donc j'ai essayé de raconter la vie d'un noblio, en fait, mais qui est un loser complet. Et qui est un plouc, surtout. Parce qu'en fait, voilà, il vient de sa campagne. Il passe son temps, en fait, à vouloir remodeler le territoire. Il veut assécher des marais, construire des canaux. Il écrit au roi de France, il écrit même à l'empereur d'Autriche. Il vide ses rêves. Il vide ses rêves, complètement. Et il voudrait devenir le roi de quelque chose, mais à une époque où les rois sont en train de disparaître, sauf les nouveaux rois que va faire Napoléon. Et en fait, il est pris dans cette espèce de tourbillon d'épopée napoléonienne, mais je n'en dis pas plus. Dernière question, malgré tout, les historiens le disent souvent, on écrit aussi l'histoire du point de vue du présent. Et donc votre narrateur, même s'il n'est pas forcément principal, on le revoit au fil rouge, et tout en plongeant dans cette histoire de famille, il vit le quotidien et la réalité de son temps. D'ailleurs, je suis pas sûr que les habitants de Grenoble vont apprécier le livre parce qu'il y a un portrait absolument terrible. Mais c'était aussi cette partie de ping-pong que vous vouliez faire, entre de plonger dans des légendes historiques et de le regarder sous l'aune du prisme de notre vie actuelle qui est pas très rose. Oui, parce que je crois que ça sert à rien aussi d'écrire des récits historiques. Le roi des livres en tant que tel, l'histoire en tant que telle, n'a pas vraiment d'intérêt si elle n'est pas confrontée à une histoire du présent. Et c'est vrai que le livre se passe en deux dates, en gros entre 2008, qui est l'enterrement du grand-père, et 2015. Forcément, l'année 2015, c'est une année assez cruciale pour la France. Et Samuel, il ressent tout ça très fortement. Et il y a des passages qui se passent en novembre 2015, et donc avec cette espèce d'atmosphère un peu de veillée d'armes, et je voulais ça le faire sentir, évidemment. Bon, en tout cas, on a tout ce qu'on attend d'un roman jubilatoire, c'est-à-dire qu'on est pris dans l'histoire, on est pris dans des histoires, on est attaché aux personnages. Donc c'est Emmanuel Ruben, Sabre chez Stock, un bouquin à lire absolument.